Bienvenue dans La Boucle est bouclée, le podcast d'INRAE. Du champ à l'assiette, du grain de sable à la planète, d'une goutte d'eau à l'océan, on suit le chemin de la recherche. Dans La Boucle est bouclée, on fait le tour de la question sans tourner en rond. Je suis Charlotte Mermier, je fais de la communication scientifique à INRAE. Et moi, Laure Caruso, scientifique et réalisatrice de podcasts. Vous vous êtes déjà demandé ce qui se passait après votre douche ? Détente, bonne odeur, cheveux doux. Ok, mais c'est pas de ça dont je vais vous parler. Qu'est-ce qui se passe pour l'eau que vous avez utilisée et salie pour vous décrasser, vous ? Personne ne veut savoir où on va se zooiser, quoi. Eh bah si, nous on veut savoir justement. Et la voix que vous venez d'entendre, c'est Stéphanie Prost-Boucle, ingénieure à INRAE dans les eaux usées. C'est un domaine qui est assez dans l'ombre, en fait. Et pourtant, c'est ce qui vous permet de vous doucher l'esprit à peu près tranquille. Dans l'épisode précédent, on vous parlait des eaux de fonte des glaciers. Aujourd'hui, on va suivre un autre type d'écoulement, celui des eaux usées. On le sait tous, l'eau est une ressource indispensable et précieuse. Elle devient rare et préserver sa qualité est un enjeu majeur. En France, chaque jour, c'est 150 litres d'eau potable par habitant qui sont utilisés. Ça fait 55 mètres cubes par an, l'équivalent d'un gros poids lourd rempli d'eau sale. Bon, mais avant d'entrer dans le détail du recyclage de nos matières organiques, petit retour dans le passé. Les égouts ne datent pas d'hier, mais du 3e millénaire avant JC. Des ruines dans l'actuel Pakistan et en Grèce ont dévoilé des systèmes d'égouts complexes, permettant à nos ancêtres d'avoir accès à des salles de bain. Bon, ensuite, il y a eu quelques années un peu merdiques, littéralement, avant l'apparition de la machine à laver et des chasses d'eau, principalement à cause du développement anarchique des villes au Moyen-Âge, ce qui a complexifié la mise en place d'égouts souterrains. On vous laisse imaginer les odeurs nauséabondes, la prolifération de virus et de bactéries. C'est au XIXe siècle qu'on commence à élaborer des systèmes d'assainissement des eaux usées avec le développement des stations d'épuration pour filtrer et traiter l'eau. Et ce n'est qu'au début des années 2000 qu'une directive européenne sur la dépollution des eaux usées a été mise en place. Et vous allez comprendre pourquoi c'est si important. Vous êtes prêts à plonger ? Ce qu'on entend là, c'est l'eau qui sort de chez vous. On parle de l'eau de votre évier, de votre douche, vos toilettes, machine à laver, lave-vaisselle, bref, tout ce qui rejette de l'eau. Voyons voir ce qu'on trouve là-dedans. Bon, en un mot, c'est burk, hein. Et encore, vous n'avez pas les odeurs. Des restes de nourriture, un peu de terre, des cheveux, des bouts de plastique, de carton. Ah tiens, la bague de mamie qui était tombée dans l'évier. Il y a aussi la lessive, le savon, les produits d'entretien, du produit vaisselle, l'aftershave, du shampoing, la crème solaire, l'effet béton, anti-cerne, de massage, des infectants qui piquent pas les bobos. Et en provenance du petit coin, des morceaux de papier toilette et de la matière organique, qui contient notamment de l'azote et du phosphore que le corps produit et rejette naturellement. Mais également des éléments pathogènes comme des bactéries ou des virus. Il y a aussi des choses qu'on ne voit pas à l'œil nu, des molécules microscopiques qui proviennent des médicaments, des cosmétiques et des produits de nettoyage. C'est ce qu'on appelle des micropolluants. Eux, ils nous embêtent pas mal parce qu'on les connaît pas très bien, qu'ils peuvent être nocifs pour l'environnement et que certains d'entre eux sont très difficiles à extraire de l'eau à cause de leur toute petite taille. Alors on peut raisonnablement pas envoyer cette délicieuse mixture comme ça dans la nature. Elle est donc récoltée dans les canalisations et emmenée vers les stations d'épuration. Leur rôle ? Dépolluer l'eau pour la restituer à l'environnement dans un état acceptable. Et pour y arriver, il y a différentes étapes de traitement. On a toujours une première étape qui va être le pré-traitement. Ce pré-traitement, au minimum, c'est un dégrillage. Là, en gros, l'eau traverse des grilles pour éliminer les gros déchets. Parfois, il va falloir rajouter une petite étape de dégraissage et également une étape de dessablage. Ensuite, on a dans 99,9% du temps un traitement qu'on appelle biologique, par voie biologique. Donc, l'idée, c'est de mettre en contact les eaux usées, chargées en polluants, avec des bactéries qui, en fait, se développent tout à fait naturellement et qui vont se nourrir de notre pollution. Et ensuite, la troisième étape, ça va être, en fait, de séparer les bouts, donc qui va être les bactéries, les polluants, tout ce qui est un peu solide, de l'eau qui va être clarifiée. Et il y a donc des bactéries qui kiffent manger notre caca. Vraiment, rien ne se perd. Grâce à ce passage en station d'épuration, on obtient une eau plutôt propre, qui ne va pas causer de dommages au milieu dans lequel on la rejette. Parce que oui, on la restitue à l'environnement, via un ruisseau, une rivière, un fleuve, la mer, l'océan,
selon ce qu'il y a à disposition à proximité. Alors attention, cette eau est assez propre, oui, mais elle n'est pas pour autant potable. On va pas rentrer dans les détails, mais l'eau potable en France provient majoritairement des nappes phréatiques. Elles contiennent de base une eau de qualité, car filtrée naturellement par des couches de roches pendant des centaines d'années. Donc si on résume, Eau potable, eau usée, ça retourne à la rivière, on reprend eau potable, eau usée, etc. et la boucle est bouclée. Mais on a encore plein de choses à vous raconter. Alors le traitement des eaux usées varie beaucoup selon la taille de la ville. En agglomération par exemple, ce sont de vraies usines de dépollution qui sont installées. Les grandes quantités d'eau usée et la pollution nécessitent forcément un traitement plus important que pour un hameau de 50 habitants. Sur les communes de moins de 5000 habitants, comme celles sur lesquelles travaille Stéphanie Prost-Boucle, le traitement est géré par la collectivité et l'exploitation doit être la plus simple possible et consommer peu d'énergie. Les procédés sont équivalents à ceux des plus grandes villes, mais les installations sont différentes. Et plus jolies, ou moins moches. On a recours à des filtres plantés de roseaux, ou pour faire des points au Scrabble, la phytoépuration. Le principe est simple. Qui est constitué d'un massif de gravier et de sable qui sont plantés de roseaux. Et par filtration et par traitement biologique des bactéries qui sont fixées à l'intérieur de ce massif, eh bien, on a mis en contact des polluants avec ces bactéries qui vont traiter les effluents. On filtre au travers des graviers et on jette une eau dépolluée par les bactéries. Je suis sûre que vous ne verrez plus ces plantes de la même manière. Mais en fait, pourquoi des roseaux ? Le rôle du roseau, c'est d'apporter en fait un système racinaire très dense et très régulier qui va faire que ça va infiltrer les eaux, les répartir de manière homogène dans tout le massif filtrant et surtout décolmater la surface pour permettre l'infiltration de l'effluent. Et puis bon, visuellement, c'est plus sympa que du béton. Un des enjeux de la recherche de Stéphanie Prost-Boucle porte sur l'aménagement de ces procédés qui représentent actuellement 2 mètres carrés par habitant. Vous vous rendez compte, pour une commune de 4000 habitants, ça correspond à peu près à un grand terrain de foot. Et pour mener ces projets, elle passe du temps sur le terrain, à relever des données sur le fonctionnement des stations. Et il y a parfois quelques surprises. On n'a pas de signal sur nos centrales d'acquisition. Nos sondes ne répondent plus simplement parce que les câbles ont été croqués par des ragondins. Sur ces projets en Guyane, il peut y avoir bien plus exotique. En Guyane, le plus gros problème qu'ils rencontrent, en fait, c'est que ça bouche les tuyaux des camions aspirateurs à cause des caïmans. Il y a des petits crocodiles qui viennent boucher les tuyaux, boucher les canalisations. Alors est-ce qu'ils jouent à Shifumi pour savoir qui va déboucher tout ça ? Et il y a encore pire que les caïmans. Moi, j'ai l'habitude d'aller voir un peu, par exemple en Guyane. Là, j'ai voulu rentrer dans un fil planté de végétaux. Ah non, faut pas rentrer, il y a un anaconda. Stéphanie Prost-Boucle, c'est la Lara Croft des filtres plantés de roseaux. Et si on réfléchissait à ce qui arrive à l'eau après les stations d'épuration ? Si au lieu de rejeter les eaux usées traitées dans la nature et de repomper ensuite de l'eau, on court-circuitait des étapes et on utilisait directement les eaux usées pour arroser les champs par exemple. C'est le principe de la réutilisation des eaux usées, ou reuse en anglais. C'est une solution prometteuse pour l'agriculture. En gros, les plantes ont besoin de nutriments, comme l'azote et le phosphore, pour se développer. C'est pour leur fournir ces nutriments qu'on ajoute des engrais qui, sans entrer dans le détail, peuvent poser des problèmes environnementaux. Et vous vous souvenez où est-ce qu'on trouve ces nutriments ? Allez, je vous aide. Voilà. Et ça se retrouve donc dans nos eaux usées. Irriguer avec des eaux usées traitées pourrait donc permettre de valoriser les nutriments présents dans ces eaux en tant qu'engrais, tout en économisant les ressources en eau. Bon, dans les faits, c'est pas si simple que ça. Il y a des enjeux de sécurité sanitaire qui sont très importants. Si on va aller arroser des carottes ou des légumes style des salades, là, il va falloir que l'eau soit purement désinfectée. Mais les scientifiques travaillent sur la question et peut-être que d'ici quelques années, certaines de vos carottes seront arrosées et pimpantes grâce aux nutriments que vous aurez fournis en assouvissant vos besoins naturels. En milieu urbain, les eaux usées traitées pourraient servir à arroser les espaces verts par exemple, ou à laver la voirie, ce qui est aujourd'hui fait avec de l'eau potable. Vous vous en doutez, c'est important de réduire notre consommation d'eau parce que c'est une ressource fragile et de plus en plus rare. Même en France, des tensions autour de son partage se font ressentir en période de sécheresse. Et puis d'autre part, plus les polluants sont dilués, plus ils sont difficiles à éliminer en station d'épuration. Donc utiliser moins d'eau, c'est aussi faciliter son traitement.
Et pour limiter la quantité de polluants, on peut privilégier des produits d'entretien à base végétale, plus compatibles avec l'environnement, et éviter de jeter les médicaments, lingettes et autres huiles dans nos réseaux d'eau usée. Si vous voulez en savoir plus sur la gestion de l'eau, vous pouvez retrouver les travaux des équipes de recherche sur inrae.fr. On vous met quelques liens en description. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré ou à la newsletter de la Bouclée Bouclée. Et n'hésitez pas à partager autour de vous, à laisser des étoiles ou des commentaires. Laure et Charlotte font des enregistrements. Oh putain. Des systèmes d'égouts complexes permettant à nos ancêtres d'avoir accès... Charlotte, on doit finir. Et la boucle est bouclée. Mais on a encore plein de choses à vous raconter.